Aujourd'hui, nous allons voir un exercice dans le domaine de la stratégie d'entreprise. Comme je vous l'ai dit dans le cours, la stratégie d'entreprise, c'est véritablement le point de départ de tout travail de diagnostic. Parce que quand vous faites le diagnostic d'une entreprise, vous êtes obligé de partir quelque part. Supposons qu'un chef de PME, un chef d'entreprise vous sollicite pour l'appuyer sur le plan financier parce qu'il rencontre des difficultés financières à court et moyen terme, mais vous n'allez pas commencer tout de suite à éplucher les comptes bancaires, les états financiers de l'entreprise. Il faudra bien échanger avec le dirigeant d'entreprise pour voir un peu du point de vue de la stratégie, quelle est sa vision, est-ce qu'il a ou elle a des objectifs à moyen et long terme, quelles sont ses orientations, quel est l'historique de l'entreprise. Oui, ce sont des éléments stratégiques importants dont vous devez prendre connaissance. Vous devez vous imprégner en tout cas de la réalité de l'entreprise, de son environnement, parce que vous êtes appelé à donner des conseils. Ces conseils doivent se faire dans un cadre bien déterminé. C'est la raison pour laquelle, dans ce module de diagnostic d'entreprise, qu'on vend à part, mais que les participants au métier de consultant vont bénéficier sans avoir à débourser. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être intéressées uniquement par tel ou tel module. On leur donne la possibilité de le faire. J'avais prévu qu'on fasse un exercice à la fois sur le modèle de porteur et sur le modèle de la chaîne de valeur de porteur. Ça, c'est le diagnostic externe 1.5. Ça, c'est le premier. Je pense que tout le monde l'a vu. C'est là où j'ai parlé du modèle de porteur ici, avec le schéma que vous voyez ici. Voilà. Bon, je pense que ça, vous l'avez vu, n'est-ce pas? C'est le premier. Qui peut me rappeler les 5 forces de porteur? Allez-y. Le pouvoir de négociation du client, le pouvoir de négociation du fournisseur, oui. Les menaces des produits de substitution, oui. Les menaces des nouveaux entrants, oui. Et ensuite le pouvoir de négociation du client. Et on a dit en dernier, il y a le macro-environnement. Le plus Alors, il y avait aussi la concurrence, l'intensité de la concurrence à l'intérieur du secteur. Oui, c'est ça. Après, puis il y a maintenant le macro-environnement, avec tout ce qui est l'environnement législatif, réglementaire, les politiques de l'État, tous les éléments qui interviennent de façon extérieure. En fait, il y a deux environnements. Il y a l'environnement immédiat, ici de l'entreprise, n'importe quelle entreprise a son environnement immédiat, proche, où l'entreprise se trouve ici, et en relation avec un certain nombre d'acteurs qu'on a représentés ici. Donc, vous avez l'entreprise est en relation avec des clients, des fournisseurs, et puis avec des concurrents. Bon, il y a maintenant d'autres structures comme les banques et consorts qui sont également dans l'environnement de l'entreprise. Il y a aussi l'environnement externe, donc de l'État, la réglementation, tous les éléments externes qui peuvent impacter l'intensité de la concurrence. L'intensité de la concurrence dans le secteur, c'est un élément important. On avait dit que pour chacune de ces forces, on a simplifié quand on a dit c'est une force élevée ou bien une force faible, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Effectivement, oui. Oui, effectivement. Voilà. Mais en réalité, quand on a les données, on peut faire une échelle de 1 jusqu'à 5. Quand c'est faible, quand c'est très faible, on met 1. Quand c'est moyennement faible, on met 2. Quand c'est acceptable, on met 3. Quand c'est un peu plus fort, on met 4. Quand c'est très fort, on met 5. Mais pour simplifier, je pense qu'en tant que consultant, vous entrez dans les petites entreprises, dans les micro-entreprises, ce n'est pas la peine de prendre des outils qui sont plutôt adaptés aux grandes entreprises, où il y a des données sectorielles qui existent. Vous pouvez faire des analyses pour positionner telle entreprise par rapport à telle autre entreprise. Vous arrivez dans une micro-entreprise et automatiquement, en discussion avec le chef d'entreprise, vous vous rendez compte un peu de sa perspective. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une perspective régionale ou bien à l'intérieur d'une ville ou bien nationale, voire même internationale? Donc, en discussion, vous saurez. En fonction de ça, vous déterminez le secteur dans lequel évolue l'entreprise. En leur posant la question, que savez-vous de la concurrence? Ils vont vous dire, oui, je connais telle concurrence, par exemple, qui me fatigue beaucoup. Chaque fois que je baisse mes prix, ils baissent ses prix, et puis ils copient mes produits. Ce sont des personnes qui savent quand même, qui connaissent leur environnement immédiat, qui connaissent leurs concurrents et sont capables de dire si ces concurrents-là, c'est des concurrents
direct ou indirect, etc. N'hésitez même pas à leur parler en langue locale, mais ne leur parlez surtout pas de porteur. Ce n'est pas le problème porteur, vous ne voulez même pas savoir qui est porteur. Ce qui est important, c'est la situation de l'entreprise. Vous allez donc adapter votre langage au langage de l'entrepreneur. Si la personne ne comprend pas le français, vous utilisez la langue locale. Et ce que vous dites là, ce sont des choses que ces personnes vivent. Relation avec le client, ils vont vous dire. Relation avec vos fournisseurs. Qui sont vos clients, qui sont vos fournisseurs. Est-ce que vous travaillez avec un seul client ou bien est-ce que vous travaillez avec plusieurs clients? Si c'est plusieurs clients, quels sont les quelques clients avec lesquels vous faites 80% de votre chiffre d'affaires? La loi de Pareto, ils vont vous dire. Vous allez voir donc quels sont les clients les plus importants. Vous voyez, à chaque fois, vous utilisez des outils qu'on a déjà vus. Ces outils-là sont là, hein, c'est dans votre boîte à outils. Les fournisseurs, c'est pareil. Combien de fournisseurs vous avez? Qui est le plus important? Qui est le second, etc., etc. Et vous, tout de suite, vous allez vous rendre compte que 80% des achats se font avec 20% des fournisseurs. Et au niveau des produits de substitution, ils savent que ce sont des produits de substitution. Les entrants potentiels sont les différentes menaces là qu'on a représentées ici, d'ailleurs vers la fin. Ouais. L'intensité de la concurrence, le pouvoir de négociation des clients, en posant des questions. Là, vous êtes en train de collecter des informations pour avoir votre impression sur le pouvoir de négociation des clients. Mais ils vont vous dire, ah là là, mais tel client-là, lui, vraiment, chaque fois, il veut qu'on baisse les prix, il veut même raccourcir les délais, il est tout le temps pressé, c'est un restaurant, c'est ceci, c'est cela. Voilà, vous posez des questions. Le consultant, c'est quelqu'un qui a l'art d'écouter. C'est une écoute active. Vous orientez maintenant les débats par rapport à ça. Vous voyez, on revient toujours aux anciens modules qu'on utilise ici. Donc, cela vous donnera une impression du pouvoir de négociation des clients. Maintenant, vous allez voir, vous allez analyser si effectivement ces clients ont le pouvoir ou pas. Si le pouvoir est élevé, ça veut dire que l'entreprise n'a pas beaucoup de choix et est obligée de travailler avec ses clients, c'est un client important. Si le pouvoir des clients est faible, ça veut dire que l'entreprise a la possibilité de travailler avec, de changer de clients, travailler avec d'autres clients. Vous voyez, c'est tous ces aspects-là qu'il faut voir. C'est un peu le genre de discussion que vous allez avoir dans le groupe tout à l'heure, lorsqu'on fera l'exercice. Il a de même du pouvoir de négociation des fournisseurs. Combien de fournisseurs y a-t-il sur la place? Si les fournisseurs connaissent une forte compétition, ça veut dire que le pouvoir est faible. Vous avez le choix. Mais si quelques fournisseurs maîtrisent les cartes du jeu, maîtrisent l'essentiel de l'approvisionnement, les amis, vous allez dépendre de ces fournisseurs. Donc ça aussi, on l'a vu. Hein, je pense qu'il y a un module spécial, hein, la deuxième vidéo, qui parle un peu de ça. Pouvoir, force, faiblesse, etc. Il a de même la menace des produits de substitution, la menace des nouveaux entrants. Maintenant, on va voir une deuxième vidéo, le diagnostic externe 2 sur les 5 forces de porteur. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Donc ici, vous voyez, dans le 2, on a repris les 5 forces plus 1, macro-environnement, et à chaque fois, on a dit si c'est élevé ou si c'est faible et dans quelles conditions. On l'a décomposé en 2 sous-modules. Dans ce premier, on a parlé de l'intensité de la concurrence à l'intérieur du secteur et du pouvoir de négociation des clients. Dans la vidéo qui suit, diagnostic externe 3, 5, je parle du pouvoir de négociation des fournisseurs, de la menace des produits de substitution et de la menace des nouveaux entrants. Donc, vous voyez, on avait vu tout ça, y compris le macro-environnement. Donc, ça, c'est dans la vidéo 3 des forces de porteur. Et enfin, diagnostic interne 1. C'est pour vous remettre un peu sur les rails. Hein. Le diagnostic interne, c'est là où on l'a abordé. Vous voyez, c'est là où on avait parlé du modèle des compétences clés. C'est fondamental, la compétence clé. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que la compétence clé? Qu'est-ce qu'une compétence clé en matière de stratégie? Il faut bien comprendre la démarche. Hein. On a compris compétence clé. C'est une compétence spécifique, un truc spécifique que l'entreprise a. Oui. À lui seul, par exemple, une organisation ou collectivement pris, elle peut avoir une compétence clé. Le deuxième élément de compétence clé, c'est sa marque de fabrique
et des compétences clés aussi sur ses façons de faire à lui seul et que les Très autres bien. ne connaissent pas très bien. Voilà, donc c'est quelque chose qui vous distingue des autres. Parce que vous savez que cette compétence clé est toujours basée sur ce qu'on appelle facteur clé de succès. Vous êtes dans un secteur et vous savez qu'il y a tel élément qui est important par rapport au marché, qu'on appelle facteur clé de succès. Sur ce facteur clé de succès, est-ce que vous avez une compétence qui vous distingue des autres, une meilleure compétence que les autres? Ça qu'on appelle compétence clé. Si vous ne l'avez pas, il faut chercher la compétence clé. Donc vous, en tant que consultant, vous allez montrer à l'entreprise que dans votre secteur, pour réussir, voici les conditions. Facteur clé de succès 1, facteur clé de succès 2, etc. Maintenant, pour obtenir ce facteur de clé de succès, vous devez développer des compétences. Par exemple, s'il faut beaucoup d'argent, donc dans le domaine du BTP, vous avez des marchés, mais vous n'avez pas d'avance de démarrage. Bon, vous allez vous retourner vers les banques, mais d'abord, ça prend du temps, ça va retarder le démarrage de votre chantier. Ce n'est même pas sûr que la banque va vous financer. Ça, c'est une problématique générale des PME. Si maintenant vous êtes une PME qui arrive à avoir un fonds de roulement conséquent, qui vous permet de démarrer n'importe quel chantier, mais ça, c'est une compétence clé. Donc, compétence clé, ça peut être une compétence réellement distinctive qui vous distingue des autres, comme c'est le cas d'Apple que vous avez donné, ou bien de Nike en matière de marketing, ou bien des compétences de nature différente, vous avez d'autres compétences différentes de ce que les autres ont, ou bien une compétence collective et organisationnelle, vous avez un savoir-faire détenu au sein d'une équipe, pas d'un individu, je l'ai dit ici, au sein d'une équipe. Il y a au moins 2 personnes qui ont ce savoir-faire, qui l'une part, l'autre va rester. Et ce savoir-faire, il est important. J'ai parlé d'exemple de la soudure sous-marine, par exemple. Une compétence difficilement reproductible parce que les gens vont copier dès que vous avez quelque chose. Ils vont essayer de copier. Mais si vous avez une compétence difficilement reproductible, ça, c'est un avantage. Et si vous avez une compétence importante aussi, une compétence clé, généralement, il faut éviter de l'externaliser. Voilà. Après, c'est ici qu'on commence à parler de la chaîne de valeur avec les activités principales, les activités de soutien. Jusqu'à la fin, d'ailleurs, on parle de cette chaîne de valeur. C'est au niveau du diagnostic interne 2, c'est là où on va rentrer dans le détail la chaîne de valeur. C'est là où on revient point par point sur la logistique interne, la production, logistique externe, marketing, service, et on revient au niveau des activités de soutien, infrastructure, gestion des ressources humaines, développement technologique, approvisionnement, supply chain management, afin d'arriver à la valeur créée, qui est donc la marge totale, qui est la somme de chacune de ces marges-là. Et là, on a donc décomposé chaque activité principale en disant voici les éléments importants dans ce type d'activité. Il faut porter son attention sur ces éléments-là. Versément, vous avez un guide. Dans le diagnostic interne 3, je présente les activités de soutien. Ça qu'on avait présenté, activité principale. Deuxièmement, ici, on présente l'activité de soutien. Vous voyez, activité de soutien, approvisionnement, développement technologique, gestion des ressources humaines, infrastructure. D'accord? Et on vient, la finalité, d'abord la valeur créée, le truc en zone là, c'est la somme des valeurs créées dans chacune des composantes des activités principales de soutien. C'est là où on en vient au prochain module, d'ailleurs, on va le détailler. Mais la finalité de tout ça, c'est de repérer les sources d'avantages concurrentiels pour l'entreprise. Que fait l'entreprise mieux que ses concurrents, à moindre coût, de meilleure qualité, etc., etc. Et puis, la notion de chaîne de valeur qu'on explique ici. Diagnostic interne 4. Là, on rentre dans le détail pour analyser chaque composante pour voir les forces et les faiblesses. Si on fait l'analyse au niveau d'une entreprise, on prend par exemple chaque maillon ici, dans les activités principales, on prend chaque élément, on dit est-ce que c'est un point fort ou bien un point faible. Même si c'est un point fort, est-ce que nous sommes très forts ici, avec quand on met 2 croix, ou bien on est juste plus fort que la concurrence, on met une seule croix. C'est valable aussi bien pour les activités principales que pour les activités de soutien. Donc, il faut analyser composante par composante et voir aussi si on a des faiblesses par rapport à la concurrence toujours. On est fort par rapport à quelqu'un, on est faible par rapport à quelqu'un. Les principaux concurrents. Donc, voilà un peu, les amis, le modèle. Les 5 forces de porteur et le modèle de la chaîne de valeur de
porteurs. Nous allons faire une étude de cas concret dans la prochaine vidéo.